Bien, bonjour. Donc, je vais tenter de conclure cette matinée de séminaire concernant l'agriculture urbaine, ou je dirais plutôt les agricultures urbaines ou en ville, et en précisant même davantage les horticultures, puisqu'on parle surtout de fruits et légumes, de plantes aromatiques, voire de plantes un peu décoratives, parce qu'on en a au pied de cette estrade-là, et donc plutôt que de l'agriculture au sens général. Donc, je voulais préciser quand même qu'on parlait effectivement beaucoup d'horticulture. C'est pour ça qu'Astrodor d'ailleurs s'est intéressé à ce domaine-là, bien que dans la pratique courante et au niveau international, maintenant, on ne parle plus que d'agriculture urbaine. Alors, une question, est-ce que finalement l'agriculture urbaine, l'agriculture en ville, c'est pas un grand retour? Puisque, comme l'a précisé tout à l'heure Franck Bourdi, finalement, si on fait un petit retour en arrière, moi je ne vais pas trop entrer dans l'histoire des jardins, mais moi, je constate qu'il n'y a pas si longtemps, jusqu'au milieu du XXe siècle environ, les villes françaises étaient entourées de ceintures vertes. Et ce n'était pas pour l'esthétique, ni la biodiversité, ni pour la décoration, mais c'était bien pour nourrir, alimenter la ville en produits frais. Ensuite, bien sûr, avec le développement des routes, des moyens de transport, aussi des moyens de conservation, ça c'est très important, les chambres froides, etc., la production vivrière de produits frais s'est progressivement éloignée des centres urbains. Par exemple, vers le Midi d'abord, puis ensuite l'Espagne, le Maroc pour la tomate. Et parallèlement, avec le développement des villes, on a constaté l'étalement urbain, qui a exercé une très forte pression sur le foncier, qui a accentué ce mouvement centrifuge de l'agriculture vers la périphérie, puis ensuite carrément la lointaine ruralité. Et ça, s'est passé durant les 30 glorieuses, notamment dans les années 60, 70. Et ça s'est encore accentué, je pense, autour des grands centres métropolitains ces dernières années. Alors, il y a une chose que je trouve un peu amusante et curieuse, c'est que dans les années 70-90, les rares espaces urbains qui n'étaient pas construits sont devenus verts. On parlait d'espaces verts. Mais c'était à usage presque exclusivement décoratif ou récréatif. Ce fut l'âge d'or des gazons de type golf, des grands massifs de fleurs ou d'arbustes fleuris, et puis après avec les connotations de villes et villages fleuris, enfin, qui ont fait l'attractivité de notre pays par rapport au tourisme. Et puis, bien sûr, ce fut pour la filière horticole, au sens un peu restrictif du terme, une période faste, parce que c'est à ce moment-là que la demande en plantes ornementales s'est fortement développée, à la fois pour alimenter le marché des collectivités, mais aussi des particuliers. Et à cette époque, il était guère question de plantes légumières, de plantes aromatiques, etc., ou à usage alimentaire encore plus. Et puis, au début de ce nouveau siècle, pour ne pas dire millénaire, tout change. Il y a les crises alimentaires qu'on a tous connues, successives. D'abord la vache folle, les lasagnes. Alors, ce n'est pas les lasagnes des technosols, hein, c'est les lasagnes à la viande de cheval, les résidus de pesticides, etc. Mettent à mal le modèle agricole qu'on appelle maintenant traditionnel, mais qui s'est surtout développé pendant les années des 30 glorieuses. Et puis la confiance des citoyens consommateurs dans ces produits issus de l'agriculture traditionnelle s'est rapidement effritée. Et donc les consommateurs demandent de plus, exigent même des produits de mieux en mieux identifiés et avec une qualité sanitaire vraiment assurée. Et à peu près en même temps émergent de nouvelles craintes, parce qu'on est quand même dans une société de craintes, liées à la dégradation de l'environnement. Alors bon, bien sûr, le réchauffement climatique, la perte de biodiversité, la pollution des sols, de l'eau, etc. Et puis bien sûr, avec très récemment l'affaire du glyphosate. Alors au départ, limité à des cercles assez restreints de consommateurs, citoyens avertis, un peu bobos pour certains, cette prise de conscience s'est rapidement répandue dans toutes les populations, au moins dans les populations de nos pays occidentaux. Et puis donc elle a conduit, vous savez bien, à une remise en cause des systèmes de production à impact jugé négatif pour l'environnement, avec les systèmes très intensifs d'élevage ou de production hors sol, délocalisés. On parle beaucoup des problèmes liés par exemple à la production de tomates
dans la plaine d'Almeria, et puis bien sûr nécessitant beaucoup d'intrants, notamment chimiques, qu'on considère comme étant fortement polluants. Alors, elle se traduit aussi par la recherche de produits jugés plus respectueux de ces valeurs environnementales, issus de l'agriculture bio, locale. Alors souvent, il y a confusion entre bio et local, parce que ce qui est local n'est pas toujours bio, mais dans l'esprit des gens, c'est souvent la même chose. Et dans ce contexte, produire des aliments, surtout des fruits et légumes, directement en ville ou à proximité de la ville, semble une bonne alternative pour assurer le consommateur, inquiet à la fois pour sa santé et pour son environnement. Alors, c'est pourquoi ont récemment émergé de multiples propositions pour relocaliser la production agricole, et plutôt horticole d'ailleurs, au sens large, comme on l'a dit tout à l'heure, en ville ou autour des villes. Allant donc des jardins familiaux, historiques, qui connaissent une nouvelle jeunesse avec leur développement dans toutes les grandes villes de France, des jardins partagés au rôle social qui est quand même prépondérant, jusqu'à l'installation de véritables entreprises, souvent multifonctionnelles. On n'en a pas trop parlé, mais c'est des entreprises qui ont un rôle de production, mais aussi souvent de réinsertion sociale ou à but pédagogique, voire avec un but événementiel, organiser des manifestations, des mariages, etc. Dans un jardin, c'est un petit peu le top en ce moment. Alors, à l'extrême, voit le jour dans de nombreux pays occidentaux, je dirais plutôt, des entreprises de production en milieu donc totalement clos, ce dont on a parlé tout à l'heure, les fermes indoor ou plant factories, par exemple au Japon. Alors, cette multiplicité des systèmes de production en ville semble bien traduire un mouvement de fond porté par l'exigence des consommateurs urbains d'une meilleure traçabilité de leur alimentation et du désir de renouer avec le vivant, on en a parlé tout à l'heure, avec la nature, sachant qu'on ne sait pas plus trop ce que c'est, mais au moins s'approprier la plante. Alors bien sûr, ces différentes formes d'agriculture urbaine portent en elles-mêmes leurs propres contradictions. On a déjà vu, on a déjà senti. Comment imaginer, par exemple, que les jardins partagés puissent réellement nourrir les gens qui y travaillent ? Mais en fait, ce n'est pas vraiment le premier objectif des jardins partagés. Comment garantir la qualité sanitaire de légumes produits localement, mais sur des sols douteux, ou des substrats ou des technosols, on va retenir le terme, issus de matériaux recyclés tout aussi douteux. Et ça, les travaux qui ont été évoqués tout à l'heure sont très importants, puisqu'il ne s'agit pas de récupérer n'importe quoi pour cultiver des légumes. Quel est le réel impact environnemental d'une ferme indoor ? Ça, c'est un point important qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer, à la fois en termes énergétiques, notamment pour la consommation d'électricité nécessaire, notamment pour l'éclairage, mais aussi la régulation climatique dans ces enceintes closes, et aussi les problèmes de cycle de vie. On n'en a pas parlé non plus, mais quel est le cycle de vie d'une ferme indoor, et notamment de l'éclairage LED, qui se répand à toute allure partout en éclairage public, en éclairage de voiture, mais on ne sait même pas trop comment les recycler. Alors, bien d'autres questions se posent. C'est pourquoi nous pouvons nous réjouir que l'Institut technique, donc Astrodor, ait pris en charge cette problématique qui concerne un large public, mais aussi un grand nombre d'acteurs économiques et politiques. On l'a vu tout à l'heure. Alors, plus précisément, le projet Techno, dont certains travaux nous ont été restitués ce matin, nous montre toute la diversité des thèmes de recherche pouvant être abordés et tout l'intérêt des collaborations scientifiques pluridisciplinaires, et notamment avec AgroParisTech. Et plus généralement, je dirais que même, ce qui est intéressant aussi, c'est que les différentes questions techniques, sociologiques qui ont été posées ce matin ouvrent de nouveaux champs de recherche totalement nouveaux, puisque concernant des secteurs de l'agriculture qu'on n'avait jamais trop envisagés, comme par exemple les aspects qu'on a évoqués tout à l'heure concernant la lumière. C'est vrai que ces alternances de plantes, de phases d'ombre et de lumière, avec ces aspects de température que j'ai évoqués aussi, sont des sujets qui n'ont jamais vraiment été étudiés pour des plantes poussant en milieu naturel. Alors, donc, pour reprendre, certains sujets sont de nature très technique, comme la mise au point des substrats de culture à base de matériaux issus de l'économie circulaire, mais ce n'est pas parce que ces produits sont vertueux d'un point de vue environnemental qu'ils le sont d'un point de vue agronomique et économique. En ce sens, les résultats obtenus dans le cadre de ce programme Techno sont éloquents.
Il montre à l'évidence que des combinaisons de matériaux issus de recyclage peuvent constituer des substrats de culture ou des technosols tout à fait acceptables agronomiquement, tout en contribuant à la valorisation de ces produits. Donc là, on peut être assez satisfait de ces premiers résultats, bien sûr qui doivent être poursuivis, mais qui apportent des réponses parfois un peu surprenantes par rapport aux approches horticoles que l'on a d'habitude. Alors, de même, nous savons tous que la lumière est l'un des facteurs essentiels pour le bon développement des plantes grâce à la photosynthèse. Or, en ville, ce facteur est fortement perturbé donc, par l'ombre portée des bâtiments en particulier. Et les travaux présentés par Oscar ce matin ont apporté un certain éclairage, bon, c'est le cas de le dire, en montrant une relative adaptation de certaines espèces à un manque de lumière. Ce qui est un peu surprenant parfois, puisque même avec une ombre relativement conséquente, certains végétaux arrivent à se développer d'une façon assez satisfaisante. Mais comme je disais tout à l'heure, aussi beaucoup d'autres questions restent en suspens et puis mériteront véritablement d'autres travaux de recherche, voire de recherche académique. Quid par exemple donc, de ces fortes variations de température et de lumière qui sont à la fois donc, brutales et de forte intensité quand la course du soleil passe d'un bâtiment à un autre avec des zones très ombrées et des zones très éclairées très brutalement. Alors un autre sujet aussi qu'on a à peine abordé, c'est quel est l'effet de l'éclairage public nocturne sur le cycle d'un végétal et notamment la morphogenèse de ce végétal. D'autant plus que maintenant l'éclairage est de plus en plus à base de LED, avec des longueurs d'onde différentes de l'éclairage traditionnel. Enfin, je ne rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que c'est des questions très originales qui ne concernent que l'agriculture urbaine. Comme je l'ai indiqué précédemment, les différentes formes d'agriculture urbaine sont souvent confrontées à de multiples contraintes, voire à de multiples contradictions. Produire localement, en quantité suffisante, à des coûts acceptables, sans risque sanitaire, avec un faible impact environnemental. Et comme souvent, le citoyen consommateur est un peu schizophrène dans cette affaire-là. Il veut tout et son contraire. Et en ce sens, l'analyse sociologique réalisée dans le cadre du projet commence à nous éclairer beaucoup sur un certain nombre de points, en particulier sur l'étude de l'acceptabilité des cultures, par exemple de fraises, hors sol et indoor. Le consommateur français, puisque là, si j'ai bien compris, c'est vraiment très centré sur notre pays, est très attaché à la bonne qualité gustative des fruits, qui est obtenue hors sol, même s'il ne le sait pas, mais ce consommateur est en même temps perturbé par un système de production qui ne correspond pas du tout à ses références socioculturelles, puisque comme ça a été dit, pour le consommateur lambda, une fraise est cultivée en sol, à l'extérieur, etc. Donc ce consommateur acceptera-t-il facilement dans l'avenir de consommer des fruits et légumes de grande qualité sanitaire et organoleptique, mais désaisonnalisés et produits en milieu totalement clos? On sent bien que ces questions d'acceptabilité des citoyens consommateurs citadins seront cruciales dans les années à venir pour le développement d'une réelle agriculture en ville, sous ses différentes formes. Pour répondre à toutes ces interrogations, voire en anticiper d'autres, parce qu'on a vu qu'il y a pas mal de sujets qui émergent, l'Institut Astre d'Or s'est engagé dans une politique de partenariat renforcée avec différents instituts de recherche et d'enseignement, dans le cadre d'unités mixtes technologiques, les UMT. En fait, il existe déjà des UMT pour Astre d'Or et une UMT stratège basée à Angers, dont je suis co-animateur, donc je vais vous en parler un peu, a débuté en 2017. Elle regroupe 9 partenaires, dont l'INRA, AgroCampus Ouest et l'Université d'Angers, et son objectif est de mettre au point des méthodes techniques et marketing pour développer le marché urbain de plantes destinées aux consommateurs, aux particuliers, notamment pour son petit jardin, balcon, terrasse. Donc là, c'est vraiment orienté très particulier, et notamment cette problématique de mini-jardin de quelques mètres carrés sur sa terrasse est totalement prise en compte. Et une autre UMT, qui, a priori, il faudra me corriger si je me trompe, parce que s'appelle Ferme urbaine, enfin je pense, et est en cours d'élaboration par Astre d'Or avec AgroParisTech, et devrait être déposée pour un appel à projet au CASDAR ce printemps 2019. Alors, l'objectif de cette UMT, là n'a pas été question jusqu'à présent, mais a priori, donc
son objectif portera essentiellement sur l'analyse des modèles techniques, économiques et éthiques que pourront prendre ces nouvelles formes d'entreprises agricoles, urbaines, en tenant compte des contraintes et opportunités qu'offre la ville, qu'on a évoquées ce matin. Et par une approche plus transversale, sera aussi étudiée l'intégration de ces fermes d'un nouveau genre dans le métabolisme de la ville et l'économie circulaire. Donc, en conclusion, je dirais donc que le projet Techno, dont une partie des travaux a été présentée ce matin, n'est qu'une première étape vers d'autres projets encore plus ambitieux, à mon avis, et qui s'inscriront tout à fait bien dans le cadre des 2 UMT que j'ai évoqués plus haut. Alors, ces travaux nécessairement pluridisciplinaires permettront de mieux cerner les aspects multiformes de l'agriculture urbaine et d'apporter des réponses de diverses natures, techniques, économiques, marketing, sociologiques, aux très nombreux acteurs concernés par ces questions, des particuliers aux entreprises du paysage, de l'horticulture, des responsables des collectivités territoriales aux aménageurs. Et nul doute que c'est un sujet dont on parlera encore longtemps. Je vous remercie de votre attention.